Pas de trêve pour les fêtes dans les banlieues difficiles. Voitures brûlées à Strasbourg, affrontements à Toulouse. C'est la spirale de la violence entre jeunes et policiers. Comment l'arrêter? Chômage, moins 0,3% en novembre, une légère baisse pour le 3e mois consécutif. Dans le secteur économique et social, 2 mots auront marqué l'année 97. Chômage, 35 heures. Champagne, à la veille du réveillon, c'est l'année de tous les records pour les producteurs français. 270 millions de bouteilles vendues dans le monde entier. Découverte de médecins américains, les greffes de peau rendues plus faciles grâce à la culture de prélèvement de peau naturelle, répliquée à l'identique et destinée aux grands brûlés. La face cachée des sports d'hiver, une station de ski, c'est une usine qui fonctionne 24 heures sur 24 pour satisfaire ses clients. Enquête dans ce journal. Madame, monsieur, bonsoir. La trêve des fêtes dans les banlieues difficiles, ça n'existe pas. Dans certaines villes, comme à Strasbourg, c'est même le contraire. Une trentaine de voitures ont été incendiées depuis Noël. La nuit dernière encore, 2 véhicules ont été détruits. Pourquoi? L'expression d'un mal-vivre des banlieues qui ne débouche pas toujours sur des demandes précises, des violences et des déprédations qui ne font pas l'unanimité dans ces quartiers, où le vrai mal porte deux noms, chômage, échec scolaire. Virginie Fichet, Sylvain Gauthier. Ce matin, une nouvelle épave, dernier témoignage d'une nuit jugée plutôt calme par les pompiers, qui ont toutefois effectué 2 sorties pour incendie de véhicules. À quelques pas de là, dans les quartiers, les événements de ces derniers jours ont fini par agacer les jeunes eux-mêmes. Avec tout ce qui s'est passé, maintenant on a les flics qui suivent carrément nos bus là apparemment, comme si on était surveillés. On est pire qu'en prison là en ce moment. Je voulais dire, toutes ces voitures brûlées, c'est pas nous, c'est pas c'est quelques jeunes qui s'amusent. Si on casse ou on vole, on va directement en prison, on est majeur maintenant. Les jeunes ils brûlent les voitures parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour se manifester. Ils se manifestent par ce fait, c'est-à-dire par la violence. De 12 à 14 ans, aujourd'hui les casseurs de voitures sont rarement plus âgés. Alors, révolte ou simple jeu, même les autorités ont parfois du mal à faire la part des choses. Il y a une habitude dans les pays rhénans qui est l'habitude du pétard et du feu d'artifice. Alors, est-ce que l'incendie de véhicules serait en quelque sorte l'expression dénaturée de cette pratique? Je l'ignore. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres facteurs qui doivent effectivement intervenir, indépendamment même de cela. Car loin des feux de Bengale, reste un malaise essentiel. Dans ces quartiers, le chômage touche parfois jusqu'à 30% de la population. La violence dans les banlieues, c'est une spirale infernale relayée par les journalistes que nous sommes et qui se posent parfois des questions sur ce qu'ils doivent faire, relater ou non les faits, dans la mesure où certains jeunes ont la volonté d'en imiter d'autres. Pour tenter d'arrêter cette spirale, il y a peut-être un début de solution. Exemple, à Toulouse, hier, un jeune homme à bord d'une voiture volée se tue dans un accident. La rumeur se propage qu'il était poursuivi par la police. C'était faux. Et à Toulouse, où l'îlotage policier se pratique depuis près de 20 ans maintenant, les vraies explications ont pu être aussitôt données aux intéressés, même si quelques affrontements ont eu lieu avec les forces de l'ordre. Christophe Larocca et Guy Lopez. C'était hier soir vers minuit. Dans le quartier de Bagatelle à Toulouse, 80 CRS prennent position. Leur charge mettra un premier terme à 3 heures d'affrontements sporadiques. Dans le quartier, 4 véhicules ont été incendiés, 4 autres le seront un peu plus tard. Aucun blessé n'est à déplorer, mais de part et d'autre, très vite, on cherche à calmer les esprits. Il y a des jeunes qui sont têtus, comme on dit, l'âge bête à partir de 16 ans, ils ne cherchent pas à comprendre c'est quoi. Ils regardent les autres quartiers, dans les autres villes, Strasbourg, Paris, Marseille, ça brûle, il faut faire pareil qu'eux, et on brûle, et on brûle, et on brûle. Mais brûler pourquoi? À Toulouse, pourtant, les flambées de violence sont rares. Mais hier, c'est un fait divers qui a fait monter la tension. Dans cette voiture accidentée, un jeune homme de 20 ans a trouvé la mort, ses 3 passagers sont grièvement blessés. La voiture est volée, une rumeur se propage, ce serait une course-poursuite avec la police qui aurait provoqué l'accident. Une rumeur pourtant très vite démentie par le procureur de Toulouse et les premiers témoins. Il n'y a pas de voiture de police derrière. Hein. Non, on n'a rien vu. Moi j'ai vu arriver une voiture de police, mais bien plus tard, disons 20 minutes après l'accident, un quart d'heure, 20 minutes après.
Scène surprenante hier, juste après la charge des CRS, des jeunes viennent spontanément discuter avec les policiers. On va faire la différence entre un voyou et une personne honnête aussi. Une demi-heure d'explication à cœur ouvert, car ici les policiers ne méprisent pas le dialogue. Il n'est pas question d'en vouloir aux jeunes des banlieues. Ce sont des jeunes, qu'ils soient dans les banlieues ou ailleurs, ce sont des jeunes. Il n'est pas question d'en vouloir à quiconque d'ailleurs. Simplement, c'est vrai que, mais là aussi, il faut que tout le monde se mette à l'ouvrage. Il faut qu'on essaye de faire passer une image de la police qui soit une image, je dirais, banale, d'un acteur social qui est là pour faire son rôle. Une évidence en quelque sorte, mais qu'il convient sans cesse de rappeler. Les associations de chômeurs continuent d'occuper des locaux des ACEDIC dans plusieurs villes de France. En début d'après-midi, une manifestation a eu lieu devant l'Opéra Bastille à Paris. Une centaine de personnes environ qui ensuite se sont rendues dans les locaux du Centre d'action sociale du 12e arrondissement qu'ils occupent toujours ce soir en présence des CRS. Le secrétaire national du Parti communiste, Robert Rue, a demandé aujourd'hui au gouvernement d'entendre les chômeurs. Il faut, dit-il dans un communiqué, mobiliser les fonds disponibles à l'UNEDIC. Ce même jour ont été publiés les chiffres du chômage pour le mois de novembre. Pour le 3e mois consécutif, ils sont en légère baisse, moins 0,3%. 9 000 chômeurs de moins, ce sont les jeunes de moins de 25 ans qui profitent le plus de cette légère baisse. En revanche, le nombre des chômeurs de longue durée est lui en augmentation. Il y a aussi parmi les jeunes, nombre d'entre eux qui ont l'esprit d'entreprise et qui n'attendent finalement l'aide de personne pour se lancer dans les affaires. C'est le cas de le dire justement pour ce jeune homme du Nord qui a décidé de jouer les montes en l'air professionnels. Anne Mourgue, Dominique Mas. 90% des gens qu'on croise dans les ascenseurs qui nous posent la question, non, je crois que c'est difficile de parler de vertige et c'est difficilement compatible avec l'activité, dirons-nous. C'est appréhension zéro et plutôt très à l'aise. Ne lui dites surtout pas qu'il est un peu fou. Éric Jouet vous répondra qu'il travaille. Son métier est un peu particulier. Grimper là où d'habitude seuls les oiseaux peuvent accéder. Ici, un clocher d'église. Il ausculte le toit, détecte les anomalies. On voit qu'ici c'est atteint en surface, par exemple. Il n'y a pas de danger immédiat, c'est-à-dire que ce bloc de pierre ne va pas se détacher. Par contre, il est vraiment atteint. Il est atteint par de la pollution, par des choses comme ça. Toujours sans aller très loin, on voit ici qu'il y a plein de végétation. C'est vraiment le genre de choses qui est pas bon du tout pour un clocher comme celui-là. Qui dit végétation dit racines qui rentrent dans la pierre. L'eau s'infiltre également. Avec le gel, la pierre risque de casser. Quelques photos. Les dégâts seront ensuite chiffrés. Dans quelques mois, les travaux pourront commencer. On est avant tout des techniciens du bâtiment et c'est vrai qu'on emploie des méthodes qui sont un petit peu particulières pour accéder. Pour venir ici, il y a 3 solutions. Une nacelle, une grande nacelle, un échafaudage ou nous. Au bout de la corde, on retrouve un maçon, on retrouve un peintre, on trouve quelqu'un capable de souder parce que c'est son métier de souder, c'est pas quelqu'un qui est là juste pour s'amuser. Il y a quelques années encore, Éric Jouet était convoyeur de bateaux dans les mers du Sud. Le secteur était en crise. Du voilier au toit des bâtiments, quelques milliers de kilomètres, mais le même défi aux lois de l'équilibre. Sur cette tour, à 70 mètres du sol, des petits morceaux de béton menacent de tomber. Vous ne faites pas, vous me donnez de l'argent avec, non, voici ici. Il est content, il est fier. Au fil des étages, il suscite la curiosité. Volontiers. Oui. Ça fait partie des bons côtés du travail. Un travail pour lequel il a été formé pendant 1 an. Il a maintenant sa propre entreprise et malgré les apparences, la sécurité est son obsession. Technique, matériel fiable, expérience, pour lui le risque n'existe plus. Globalement, dans le domaine économique et social, 2 mots auront marqué l'année 97. Chômage et 35 heures. Évocation Laurent Bailly. Chômage, mondialisation. C'est à Vilvoorde que se cristallise l'angoisse des salariés sur ces thèmes qui bouleversent le monde du travail. Vilvoorde où s'installent les piquets de grève des 3000 ouvriers de Renault. Vilvoorde où les syndicats de toute l'Europe appellent à manifester. Manifester pour montrer ma rage. On nous a mis comme ça à la porte. Je trouve ça scandaleux. La peur du chômage qui touche tous les secteurs de l'économie, même les plus protégés, jusqu'ici. Dans la banque, par exemple, avec ce conflit inédit au crédit foncier, où les salariés vont jusqu'à séquestrer leur gouverneur, ils finiront par obtenir gain de cause.
Inattendu aussi le coup de sang des internes en médecine. Eux se préoccupent de leurs revenus de futurs médecins. Ils refusent de reverser de l'argent à la Sécu si les dépenses de santé explosent. Les blouses blanches reprennent le chemin de l'hôpital. Au bout d'un mois, le plan Juppé s'appliquera comme prévu. Échec aussi pour la croisade menée par certaines familles. Elles protestent contre la mise sous condition de ressources des allocations familiales. Des mesures qui, là encore, frappent au portefeuille et cette fois, elles ont été décidées par le nouveau gouvernement. Un gouvernement qui essuie son premier vrai conflit social avec les routiers. Une grève de plus pour améliorer les conditions de travail sur fond de concurrence européenne qui se durcit. Leur action provoque pénurie d'essence et embouteillage, mais elle s'achève sur fond de guerre syndicale. La CFDT l'emporte sur FO et sur la CGT. Mais au soir des élections prud'homales, tous les syndicats font grise mine. Seul un salarié sur 3 est allé voter. Ça ne facilitera pas les négociations avec le patronat sur la durée du travail. Ils rayonnaient pourtant, les leaders syndicaux, un mois plus tôt à Matignon. Ce 10 octobre, 2 mois après avoir lancé les emplois jeunes, Lionel Jospin annonce les 35 heures pour l'an 2000. Consternation et fureur au sein du patronat. Nous avons été bernés tout au long de la journée. 2 jours plus tard, Jean Gandois démissionne et c'est Ernest-Antoine Sellière, son successeur à la tête du CNPF, qui part en guerre contre les 35 heures. Ça n'est pas ça, dit-il, qui réduira le chômage. Toyota, Ona et Yokoso. Il y a au moins un patron qui n'est pas rebuté par les 35 heures, c'est celui de Toyota. Accueilli en héros par les chômeurs de Valenciennes, M. Okuda va créer ici 2000 emplois en installant une usine. Il est reçu en chef d'État par l'Élysée et par Matignon. La journée de M. Toyota et de tous ceux qui l'entourent, de M. Okuda. C'est un lapsus révélateur. Révélateur surtout de la mondialisation de l'économie qui va croissant. Au point qu'une crise monétaire en Asie secoue tous les empires financiers de la planète. Quand un grand PDG japonais pleure en public sur sa faillite, c'est la panique chez les courtiers du monde entier. Mais Wall Street, carrefour de l'économie sans frontières, c'est aussi s'amuser. La preuve par France Télécom, qui a introduit 20% de son capital en bourse de Paris et de New York simultanément. Son président Michel Bon aura l'habileté de ne pas parler de privatisation. Privatisation, le mot a fait trébucher Christian Blanc. Le PDG d'Air France a redressé les comptes de la compagnie, mais il voulait qu'elle passe au privé au nom de la concurrence internationale. Jean-Claude Guessot, le ministre des Transports, s'y oppose. Est-ce que vous démissionnez? Christian Blanc doit partir. Mais l'image la plus marquante, c'est peut-être, cette année encore, la courbe du chômage. Les gouvernements changent, la tendance, elle, persiste. Depuis 3 mois, on enregistre une très légère embellie, mais les derniers chiffres officiels font toujours état de plus de 3 114 000 chômeurs en France. La bataille des géants, des mammouths de la distribution est provisoirement terminée. La société Casino ne sera pas rachetée par son concurrent Promodes. Après plusieurs mois de bataille terrible, la paix a été signée et à Saint-Étienne, berceau de la famille Guichard, propriétaire de la société Casino, c'est le soulagement. Benoît Galeret, Jean-Claude Martin. C'était le 21 octobre dernier, 10 000 personnes descendaient dans les rues de Saint-Étienne. Les ouvriers, les cadres supérieurs, les membres du directoire, les commerçants et les élus de la ville. Les Stéphanois faisaient part de leur inquiétude et de leur colère face à l'OPA lancé le 1er septembre par le groupe Promodes sur leur société Casino, l'employeur de la ville. 10 000 personnes, directement ou indirectement, travaillent pour le groupe. Aussi, l'accord intervenu hier représente un soulagement. Casino reste stéphanois et s'inscrit dans une perspective de long terme sur le site de Saint-Étienne. Et vous savez, ici à Saint-Étienne, on a coutume de dire, en paraphrasant la phrase concernant Ford, lorsque Casino éternue, c'est Saint-Étienne qui s'enrhume. Eh bien, lorsque Casino prend des couleurs, c'est Saint-Étienne naturellement qui prospère. Un bon accord vaut mieux qu'une longue bagarre, tel sera l'unique commentaire d'Antoine Guichard, Monsieur Casino. Un commentaire tout en diplomatie, et pourtant on le sait, l'affrontement fut rude, très rude. Le prédateur Promodes, avec à sa tête Paul-Louis Allais, rêvait d'engloutir Casino, mais Rally, dirigé par un redoutable financier Jean-Charles Naouri, vole au secours de son allié, Casino. La bataille s'engage alors, bataille boursière, bataille juridique, on s'affronte à coups de publicité, on inonde les journaux, on fait monter les enchères.
Les salariés de Casino, eux, sont inquiets. Pour eux, être rachetés par Promodes est synonyme de réduction d'emplois. Que Casino reste indépendant est une excellente nouvelle. Nous avons tout de suite vu que sur Saint-Étienne, il y aura de la casse. Parce qu'on ne garde pas deux sièges sociaux. À Caen, à Saint-Étienne, on ne peut pas garder deux informatiques. Et c'était des milliers d'emplois qui allaient être détruits. Alors je pense que pendant 3 mois, on s'est battus, tous ensemble, c'est le cas de le dire. Et je pense que là, on peut être satisfait de cet accord, quoi. Fini donc les hostilités entre les deux groupes, chacun reste indépendant, on a même prévu de coopérer ensemble à l'étranger. Après avoir tremblé pendant de longs mois, la bourse a salué cet heureux événement. 1988 sera l'année des élections cantonales et régionales. À cette occasion, le gouvernement a décidé d'inscrire automatiquement sur les listes électorales les jeunes ayant atteint l'âge de 18 ans. Une décision pas aussi facile à mettre en œuvre que l'on pourrait l'imaginer. Pour tout le monde, la limite des inscriptions est fixée à demain soir. Alban Mikosi, Jean-Louis Boussert. Numéro 47. Plus d'une demi-heure d'attente cet après-midi à la mairie de Versailles. Le service qui gère les inscriptions sur les listes électorales est débordé. Depuis une semaine, 300 demandes sont enregistrées chaque jour. C'est 20 fois plus que d'habitude. Je vois tout à l'heure, il y a des gens qui sont venus, quand ils ont su qu'il y avait une demi-heure d'attente pour juste se faire inscrire sur l'électoral, ils sont repartis. Ils ont fait bah tant pis. Xavier, lui, ne s'est pas découragé. Mais globalement, les dispositions gouvernementales visant à rendre l'inscription automatique sont un échec. À Versailles, sur 800 jeunes contactés, on estime qu'un tiers seulement pourra répondre dans les temps. Les listes transmises par l'INSEE ont été transmises aux mairies beaucoup trop tard. Donc les mairies disposaient d'un délai trop court pour réagir. À la base, il y a ce constat. Si le nombre total d'électeurs inscrits reste stable, le pourcentage de jeunes est en chute libre depuis 10 ans. D'où l'idée de les contacter personnellement à leur domicile. Bonjour Magali, petite lettre. Merci. Ah ouais, c'est ma convocation. Merci beaucoup. De rien. Mais là aussi, il y a eu des ratés. Si le recensement des garçons grâce au fichier militaire est à peu près fiable, on estime qu'une fille sur 4 a été oubliée. J'ai reçu ni convocation, ni carte d'électorat. Ouais. Donc je pense qu'un jour, je vais aller à la mairie. Un jour, ce sera demain, ou alors, attention aux surprises, en 98 sont prévues des élections cantonales et régionales. Si le matériel est déjà prêt, l'automaticité des inscriptions est encore loin d'être garantie. Les sports d'hiver, c'est comme un iceberg. Il y a la face visible, le plaisir du ski, la face cachée, un secteur économique qui génère 25 milliards de chiffre d'affaires et qui emploie en France 120 000 personnes au total. Une station de ski, c'est une usine qui fonctionne pratiquement 24 heures sur 24. C'est le thème de notre enquête de ce soir réalisée à la station de l'Alpe d'Huez. Jean-Jacques Dufour, Bruno Giraudot. Quand on se penche malicieusement sous les dessous des stations de ski, on aperçoit d'abord des grosses machines. Grosses et chères. Du côté des remontées mécaniques, on est dans l'industrie lourde. L'ensemble du parc des remontées mécaniques de l'Alpe d'Huez, c'est à peu près 900 millions d'investissements. Un téléphérique comme celui d'ici représente à peu près 150 millions, c'est à peu près le coût d'un TGV. Or, vous le savez, nous amortissons sur une période beaucoup plus courte, donc évidemment, ça se répercute dans le prix du forfait. Dans la montagne française, les prix des forfaits oscillent entre 100 et 200 francs. C'est selon les investissements réalisés. Et oui, pour glisser, il faut monter, pour monter, il faut payer. La formule ressemble à un forfait, la bourse ou le ski. Surtout quand on a 4 enfants, ça fait cher, oui. Tout à fait. Trop cher. Trop cher, trop cher. Hier, à l'Alpe d'Huez, on a quand même comptabilisé 247 000 passages. Tout est cher de nos jours, mais quand on voit les infrastructures, le personnel, je sais pas. Moi, je trouve pas ça trop cher. Ce serait moins cher, je préférais. Mais c'est pas ce qui m'empêche d'aller skier. Cet or blanc qui attire dans nos belles contrées plus de 7 millions de personnes, il faut aussi l'entretenir. On essaie de faire comme disent les industriels, au niveau de la neige, on essaie d'avoir ce qu'on appelle du flux tendu, c'est-à-dire de ne jamais abandonner le domaine skiable. Il faut que le produit à 9h15 le matin soit prêt à la vente. Donc on utilise toutes les minutes qu'on a à notre disposition pour effectivement le travailler, le mettre en sécurité, le peaufiner, le chouchouter. En résumé, une véritable usine à gaz, enfin à neige. Je vais jouer les naïfs, mais il y en a de la neige. Mais c'est pas parce qu'il y a de la neige qu'il ne faut pas en faire. Il faut assurer nos arrières, si vous voulez. Il faut fabriquer de la neige au moment où on a du froid, de façon à ce que cette neige, on la retrouve en fin de saison, là où on aura beaucoup moins de froid et l'usine ne tournera pas.
En tout, la station possède 300 canons magiques, largement de quoi faire parler la poudre de jour comme de nuit. Il y a plusieurs équipes. Vous avez ici une équipe qui a commencé à travailler à partir de 5 heures du soir, qui va terminer son travail 8 heures après, un peu plus de 8 heures après. Et ensuite, vous avez une deuxième équipe qui va prendre le relais pour terminer demain matin vers 9h15, 9h30, heure à laquelle les premiers clients vont revenir sur nos pistes. Si les investissements remontés et aménagement des pistes sont assez élevés, les canons à neige ont coûté 100 millions de francs, ce n'est pas vraiment le cas de se réserver à la prospection des clients. Des clients qu'on va chercher un peu partout dans le monde, et notamment à l'Est. Ce sont des personnes qui ne sont pas sorties de leur pays depuis des années et qui ont très envie de découvrir autre chose, de découvrir la France. En France, ils demandent surtout des destinations comme la Côte d'Azur par exemple. Et en hiver, de plus en plus maintenant, les stations de sport d'hiver françaises, ils sont très attirés par les stations des Alpes en particulier. En ce moment, les 32 000 lits de la station sont occupés. La répartition, 40% d'étrangers, 60% de Français. Apparemment, ici, on n'a pas investi pour rien. L'Alpe d'Huez, c'est 1200 habitants permanents, 1250 habitants permanents, c'est 32 000 lits. C'est le 5e budget du département d'Isère. C'est un budget qui oscille entre 180 et 200 millions. Et c'est surtout un budget avec un ratio d'endettement très faible, puisque nous avons un taux d'endettement de 0,16%, alors que la moyenne française, c'est entre 25 et 27%. Tout le monde ne pourrait pas en dire autant, mais l'Alpe d'Huez n'est pas Isola 2000. Monsieur le maire ne cherche pas de repreneur, la station n'est pas à vendre. Médecine, une équipe de médecins de Boston aux États-Unis a fait une découverte qui permet d'améliorer encore les soins aux très grands brûlés. Ils ont appris à partir d'un prélèvement de peau naturelle à la reproduire à l'identique. Maryse Burgot, reportage. Ce laboratoire est unique au monde et c'est à travers une vitre que nous avons pu le filmer. Nous sommes à Boston et ces scientifiques sont les seuls au monde à savoir fabriquer de la peau. Plus clairement, les seuls à savoir faire pousser de la peau dans ces étranges bouteilles. Ce léger film blanc, c'est le début de la pousse. Et c'est de peau naturelle qu'il s'agit, car elle a été obtenue à partir de cellules prélevées sur la peau d'un grand brûlé. Cellules que l'on nourrit régulièrement avec ce liquide particulier. Après quelques jours de culture, la peau commence alors à pousser. En fonction de la taille des brûlures et donc de la surface qu'il y a à couvrir, en fonction aussi de la vitesse de croissance de la peau, cela peut prendre de 10 à 21 jours. Quand la peau est prête, elle est manipulée avec d'infinies précautions, car dans un hôpital, aux États-Unis, en France et partout dans le monde, les grands brûlés l'attendent. L'épiderme est maintenant visible à l'œil nu, une mince pellicule blanche issue des cellules d'un patient. Cette peau est ensuite découpée en rectangles de quelques centimètres carrés. Elle doit être posée sur le patient avant 24 heures. Elle voyagera dans ces petites boîtes par container réfrigéré et par avion. Ces tissus seront posés dès demain sur un patient au cours d'une intervention chirurgicale, un grand brûlé qui en a besoin pour vivre. Hôpital de Philadelphie, service des grands brûlés. Elle s'appelle Sarah, elle a 30 ans et a tenté de se suicider en s'immolant par le feu. Son corps est brûlé à 90%. Pour la sauver, les médecins ont utilisé 200 petits carrés de peau fournis par le laboratoire. Dans son cas, les moyens classiques de couverture cutanée comme les autogreffes étaient impossibles. Elle survivra donc, mais les séquelles esthétiques resteront conséquentes. Ce que nous attendons, c'est la possibilité de poser sur les patients l'épiderme, mais aussi le derme reconstitué. De cette manière, même si la peau n'aura plus jamais un aspect normal, elle aura au moins une texture moins friable et sans ces contractions que nous voyons souvent sur la peau des grands brûlés. Cette technique laisse donc des cicatrices, mais elle ne provoque pas de rejet. Elle reste aujourd'hui le moyen le plus sûr pour sauver les très grands brûlés.
L'actualité internationale. Sous très haute surveillance policière ont eu lieu cet après-midi en Irlande du Nord. Les obsèques du prisonnier protestant Billy Wright, assassiné samedi dernier dans sa prison par un commando d'extrémistes catholiques opposés aux négociations avec Londres, suivi d'une vengeance des amis de la victime. Cet événement dramatique a obligé l'armée anglaise, la police locale à renforcer les mesures de sécurité, les contrôles et met à mal le processus de paix que voulait engager le Premier ministre Tony Blair. En Serbie, dans la région à forte population d'origine albanaise, le Kosovo, la police a sévèrement réprimé une manifestation d'étudiants. La Serbie qui refuse jusqu'à présent d'accorder un statut spécial à cette région qui pourrait bien devenir le prochain point chaud dans l'ex-Yougoslavie. Richard Binet. À tout prix, éviter les débordements. Cette jeune étudiante albanaise le sait, les forces de l'ordre attendent la moindre provocation pour intervenir. Mais dans ce Kosovo, où 90% d'Albanais vivent sous domination serbe, franchir la ligne du trottoir, c'est déjà un pas de trop. Et c'est le scénario redouté, les forces de police chargent, blessant plusieurs dizaines de manifestants. Les autorités serbes n'ont rien laissé au hasard. À quelques centaines de mètres de là, des véhicules blindés sont prêts à toute éventualité. Rapport de force dérisoire, les étudiants ne sont que quelques milliers. Avec pour unique bouclier, des tracts de paix demandant la réouverture des établissements scolaires albanais, fermés en 1990. Depuis, ils fréquentent des écoles parallèles dont les diplômes ne sont reconnus par aucun État. Des Albanais oubliés de l'histoire, oubliés de la communauté internationale, car pour le nouveau président serbe, Milan Milutinović, comme pour ses prédécesseurs, le Kosovo est une affaire intérieure à la Serbie, même s'il risque à nouveau d'enflammer les Balkans. 3 jours après le début de la prise d'otage dans une prison brésilienne à une centaine de kilomètres de Sao Paulo, rien n'est réglé. Les mutins ont exécuté une 3e personne, un détenu. Ils gardent toujours en otage au moins 17 gardiens et 600 membres de leur propre famille venus leur rendre visite dimanche dernier. À l'origine de la révolte, un problème de surpopulation dans cette prison brésilienne. Les autorités algériennes craignent un redoublement de la violence dans les jours qui viennent. Toute la capitale, Alger, est quadrillée par l'armée et la police. Le ramadan commence ce soir pour 1 milliard de musulmans dans le monde, 4 millions en France. Gilles Marinet et Pierre Moscovici. 17h hier soir, mosquée de Paris, c'est l'appel à la prière. Le jour décline pour laisser place à la nuit du doute, ainsi nommée car chaque musulman va s'efforcer d'entrevoir le croissant de la nouvelle lune, signal du ramadan. Nuit du doute l'a bien nommée, car cette année les astronomes sont pessimistes sur les chances de contempler la lune à Paris. Au sommet du minaret, l'imam dispose de quelques minutes, c'est la coutume, entre le couchant et l'obscurité, pour dénicher l'astre de nuit, peine perdue. Qu'est-ce qu'on fait? On va consulter d'autres pays. On va appeler les gens qui l'ont vu et on verra. Paris n'est plus dans la course au privilège d'ouvrir le ramadan. Les dignitaires de la commission théologique attendent donc patiemment le signal qui viendra finalement d'Arabie Saoudite. Dès le lendemain, pendant 30 jours, il ne faudra ni boire ni manger avant la nuit. Quartier Barbès cet après-midi. Chez le pâtissier, on a peine à croire qu'une communauté entière s'est mise au carême depuis 24 heures. Mais le ramadan, acte de foi dans la journée, est aussi la nuit venue, grande fête familiale. Bah ouais, en famille, on mange ensemble, ça fera de l'ambiance quoi. Ouais. Le cœur d'amande, c'est le gâteau roi du ramadan. Et il n'est pas le seul. Le baklawa, makrout, encore des amandes. Et l'algéroise, tous les plateaux de friandises se vendent à qui mieux mieux. Aujourd'hui, j'en ai fait 10. Pendant le ramadan, je fais au moins 500 ou plus même. Vous allez manger ça en famille hein, ce soir? Ouais, on mange ça avec du thé, des gâteaux. S'il y a des familles de proches, on invite chez nous, on va chez eux, c'est ça. Se faire plaisir pendant le ramadan, c'est ça aussi la tradition. Et pour les commerçants, un très bon mois. 50 et 55. Les affaires marchent très bien. Et ça n'est pas fini. Il reste 30 jours jusqu'à l'Aïd, la fête qui mettra fin au ramadan. Un bon chiffre pour l'économie française encore à la veille de ce réveillon de fin d'année. Les ventes de champagne dans le monde ont atteint un niveau record en 1997, même si les prix n'ont pas suffisamment progressé pour les professionnels afin de restaurer
la compétitivité de leur entreprise. 270 millions de bouteilles vendues, 17 milliards de chiffre d'affaires. Tout savoir sur le champagne. Jean-Yves Perrin, Vincent Maillard. Vous êtes beurré, crémeux, on est brioché et on est toasté sur le mise en cave 92. Beurre, brioche, crème, des mots surprenants pour qualifier des champagnes. La dégustation est pourtant nette. Bien que de la même maison, ces trois champagnes n'ont ni le même parfum, ni le même goût. Et pour cause, ils n'ont pas le même âge. L'un a 3 ans, l'âge normal pour un brut sans année, la formule de base de toutes les grandes marques. Le deuxième a 4 ans, le dernier 5. La durée de vieillissement est indiquée sur la bouteille par la date de mise en cave. De plus en plus, c'est des arômes complexes qui apparaissent. De la petite fleur blanche du mise en cave 94, on passe sur de la fleur blanche assez capiteuse sur le 93, ou par exemple sur de la fleur séchée sur le 92. Pour parfaire la dégustation, un peu de caviar. Il s'associe facilement avec le plus jeune des champagnes. Pour les autres, saumon fumé, foie gras ou parmesan. En le datant, le champagne passe à table de luxe, évidemment. Ce que l'on cherche à démontrer, c'est que cet assemblage, contrairement à une idée reçue qui dit souvent que le champagne ne vieillit pas, que cet assemblage évolue et qu'il vieillit et qu'il se modifie et que donc il peut être plus ou moins adapté après à un plat ou à un autre. Commercialiser de vieux champagne n'est jamais très facile et les stocks de la maison Charles & Six sont importants. Il fallait donc trouver une solution pour les écouler. Le risque, c'est que le consommateur découvre grâce à la date inscrite sur la bouteille les bonnes ou les mauvaises années, ce que gommait jusqu'à présent le principe même des champagnes bruts sans année. Maintenant, il faut aller jusqu'au bout de cette logique. Quand on commence à dire qu'un brut sans année est composé d'un millésime unique, pratiquement, ou en tout cas essentiellement, ça signifie que, comme tous les millésimes, il y en a de meilleurs que d'autres. Donc, il faut accepter que le brut sans année n'a pas la régularité qu'on proclamait auparavant. Pas sûr que ce soit l'effet recherché par les auteurs de cette petite révolution, dans une région où l'on préfère insister sur la tradition. Barbara Streisand sort un nouvel album après 7 années de silence discographique. C'est l'événement de cette fin d'année. L'album bat déjà tous les records de vente, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. La chanteuse et l'actrice américaine a déjà une longue carrière derrière elle, mais encore beaucoup de projets, comme vous allez le constater dans ce reportage réalisé à Los Angeles par Louis Carzou et Maryse Richard. Lorsqu'on voit le genre de petite salle qui accueillait son dernier concert il y a 4 ans, l'on comprend mieux à quel point son nouveau disque se devait d'être un événement. Entre son duo avec Céline Dion et des chansons d'amour qu'elle affectionne tant, Barbara Streisand a parfaitement atteint son but. But what you must understand, you can't let the chance to love him pass you by. Plus de 4 décennies après ses débuts, à l'âge de 13 ans, le charme de cette voix est intact. J'adore la musique et d'une certaine manière, je suis reconnaissante parce que la musique me fait du bien et me permet d'exprimer ce que je ressens. Pour s'exprimer, Barbara Streisand ne s'est jamais limitée à la chanson. Il y a d'abord eu la télévision, comme ici au début des années 60 avec Judy Garland. Come on, get happy. I hear again the sky. All cares above us. Et puis surtout, il y a le cinéma où elle mène une carrière d'actrice, de réalisatrice, mais aussi de productrice, très attachée à défendre les thèmes qui lui tiennent à cœur. Récemment, j'ai produit une série de films, Les Sauveurs, à propos de ces gens qui n'étaient pas juifs et qui ont sauvé des juifs pendant la guerre. Tous les jours, on lit des histoires sur le côté inhumain de l'homme. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les histoires où l'homme fait le bien. Quant à la chanteuse, Barbara Streisand s'est promis 98 sera l'année de son retour sur scène, avec sans doute une surprise de ce côté de l'Atlantique. Cette fois, vous avez l'intention de venir en concert à Paris? Peut-être. Une toute autre musique maintenant pour les nostalgiques du bon vieux temps, à visiter dans les anciennes halles au vin de Bercy, le salon de la musique mécanique. Vous pourrez y admirer et entendre
Orgue de barbarie, limonaire, piano, bastringue en tout genre, qui jusqu'à l'ère du jukebox avait enchanté nos parents, ou plus exactement nos grands-parents. Reportage Gérard Dalmaz, Daniel Lefebvre. Et en avant la musique. Au bal, au presbytère, au bordel, au bistrot ou chez les bourgeois, c'était les gloires de la musique populaire 1850-1950. Ah, ça, mon vieux, ça c'est la version américaine, saloon, mais de tube dans le bastringue. Ah. La tête dans les notes de la nostalgie, Artus a encore en mémoire Valseur du 14 juillet et Tourneur de manivelle. Saint-Saëns, Gounod ou Debussy, d'ailleurs, le voici, ont grandement aidé la cause de la musique mécanique. Organette à trompette, 1850, la guinche entre gens de la bonne société, pas trop tatillon sur les sons qui parlent du nez. Après la légende des siècles, celle du swing. Totter, le grand Victor Hugo, en perd les pédales du quart de queue sur ordinateur. Mortier, canon à musique, un orchestre à lui tout seul. 1930, l'époque de Shostakovich. « 1800 et quelques, suite à l'invention du métier à tisser jacquard, début du système perforation, l'ancêtre de l'ordinateur. Et puis, voici la vitrine des enfants sages. » C'était dans les gares en Suisse, c'est une boîte à musique. Et elle diffuse une musique de l'enfance, une musique de la nostalgie, du rêve. Et maintenant, c'est la dimension que je voudrais donner à cet endroit. Un prêt du musée de musique mécanique des Jets, Haute-Savoie. Plusieurs dizaines de pièces rarissimes, les salons de musique des derniers pavillons de Bercy sont transformés en un immense instrument. Machine à souvenir, quelque part entre soupir et sourire. Le rappel des principaux titres de ce mardi, pas de trêve réelle pour les fêtes dans les banlieues difficiles, voitures brûlées à Strasbourg, affrontements à Toulouse. C'est la spirale de la violence entre jeunes de ces quartiers et la police. Chômage, moins 0,3% en novembre, une légère baisse pour le 3e mois consécutif. De bons chiffres pour cette fin d'année. C'est le début du ramadan pour les musulmans du monde entier. 4 millions en France. En Algérie, les autorités craignent un redoublement de violence de la part des terroristes islamistes. Voilà dans un instant la météo, puis le point route, Valérie Maurice. 20h50, le film, Les valeurs de la famille Adam. Demain, 20h, vous retrouverez ici même Benoît Duquesne. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne et par avance, une très bonne fin d'année. Au revoir, à bientôt.